pouvoir de l'État et de la souveraineté. Maintenant, chapitre 2, on parle de nationalité. Puis nous avons le deuxième titre, c'est sur les droits humains. S'il vous plaît, disposition générale, il n'y a que deux titres. L'État. Disposition générale, il y a des chapitres. Des chapitres. Et puis, maintenant, dans les chapitres, là, il y a des sections, tout ça, et des articles. Mais nous avons parlé d'abord de deux chapitres. Maintenant, deuxième titre, il y a les droits humains, les libertés fondamentales et les devoirs du citoyen et de l'État. Okay. Maintenant, troisième titre, on parle de l'organisation et fonctionnement du pouvoir. Maintenant, quatrième titre, c'est de la révision constitutionnelle. Bon. Moi, j'avais trouvé que, comme nous avons 4 titres, nous allons mieux vaut commencer avec la révision, le quatrième titre, au lieu de commencer avec le premier titre. Là, on peut commencer d'abord avec le quatrième titre, et puis on va revenir au premier titre. Hein. Parce que le problème, c'est de la révision constitutionnelle. On peut discuter sur celle de la révision constitutionnelle, et puis par après, nous allons maintenant commencer à parler des premiers chapitres. Qu'est-ce que ça fait aller comme ça? Chers amis, la question vous a été posée. C'est à vous de voir comment est-ce que c'est lui a préféré. Il a estimé que c'est le chemin le plus meilleur de commencer par la révision constitutionnelle avant de pouvoir revenir au titre précédent. Donc, Papa Maire, Oui. le titre là que vous lisez, c'est exposé des motifs. Non, ce n'est pas exposé des motifs. Nous avons ces articles 200, Au tableau de matière. 217, 218, 219, 220, je pense. Parce qu'ici, Ah oui, nous avons. il y a 8 titres. Il y a 8 titres, oui. Alors, le 7e titre, c'est la révision constitutionnelle. 7e, voilà. Parce que par rapport à d'autres titres, ici, il y a beaucoup de chapitres, tout ça. Mais ici, comme il y a que quelques articles, on peut lire et puis. Parler de la révision. Constitutionnelle. De la révision. Hein? Parler de la révision. Ah, Mais à la décision, on parle du changement de la Constitution. Excusez, Président, il y a une décision, vous en avez? La décision. Oui, Et si on parle du changement, là, c'est la révision. Bon, de toute façon, nous sommes en train de faire une analyse. Ça ne peut pas nous empêcher d'exploiter tous ces éléments-là. Nous sommes en train de faire une étude. Mais la finalité, c'est la ligne de conduite du parti. Nous sommes en train de travailler par rapport au changement. Mais nous devons avoir des arguments. Donc, c'est que le travail, la commission est en train de faire, c'est pour apporter suffisamment des arguments aux différents cadres du parti pour que lorsqu'on sera en pleine sensibilisation, qu'on ne soit pas en cours d'arguments. Donc nous avons intérêt à exploiter en profondeur cette constitution, à relever le point qui coche, et à analyser, à voir si nous avons d'intelligence pour que nous ayons suffisamment d'éléments de faire face à la population. Parce que nous devons sensibiliser la population. Je crois que le rôle de notre travail c'est comme ça. C'est voilà pourquoi nous avons mis en place la commission. La commission doit devoir nous apporter suffisamment de lumière. Pardon? Sérieusement, moi je pense qu'il y a déjà des articles qui Et c'est ce qu'il va faire. oui. Nous devons faire confiance à la commission. par rapport au temps. Mais c'est que M. Alain vient de dire. Il a raison parce que le parti a déjà, s'est déjà positionné. Nous travaillons par rapport au changement de la Constitution. Vous voyez? Mais rien ne peut nous empêcher. Voilà, au début nous avons commencé. Si on ne peut avoir beaucoup plus de temps, on peut lire ça en profondeur. Ou alors chacun de nous peut le faire chez lui. Si nous avons commencé, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire, voilà pourquoi nous avons eu le luxe de lire, la fois passée, de commencer par les préambules et exploiter ça, aller rapidement.
Mais bon, je ne sais pas, tout dépend de vous. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Maintenant, à vous de voir comment c'est en tant que président de la commission, s'il y a lieu de relever déjà les éléments qui cochent, parce que nous devons, comme nous avons dit, à part les dispositions qui posent problème, il y aura des innovations que nous devons introduire, et enfin, nous allons faire des analyses finales et tirer des conclusions. Oui, papa, vous avez levé le doigt. Merci beaucoup, Président. Oui, on m'avait informé qu'il y a une commission. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Vous étiez là lorsque nous avons mis en place Non. C'est quand j'étais malade. Quand vous étiez malade. Oui. Je ne sais pas s'ils sont nommés ou alors c'est des Vous allez volontaires. prendre son contact avec le papa Meillard. Comme ça, vous allez voir. Ah, d'accord, parce que je fais un travail. Okay. J'ai amené ça, malheureusement, j'avais donné ça à la représentante de la Ligue, mais je ne la vois pas. Vous avez dit ça à qui? À la femme, notre présidente, quoi. Mais je ne sais pas pourquoi elle n'est pas venue, parce qu'elle voulait aussi assister. Okay. Bon, gardez contact avec papa Meillard. Ça va. Parce que nous voulons, s'il vous plaît, nous devons quand même fixer notre objectif. Je veux au sortir de ce travail, au finish, que chacun de nous soit en mesure d'avoir un certain nombre d'argumentaires capables de nous permettre de faire face à la population. UDPS vivant. C'est dans ces buts-là que nous travaillons. On ne va pas seulement focaliser sur l'article 220, patati patata. Analysons, disséquons complètement la Constitution et voir comment est-ce qu'on peut faire face à la population. Parce que nous devons nous présenter devant eux. UDPS vivant. Président, s'il vous plaît, papa Meillard, vous pouvez se mettre même devant là pour qu'on puisse... Je parle pour gagner le temps. Bon, je pense que nous avons lu quand même la Constitution. Nous avons lu la Constitution. Il y a des amendements vraiment. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup d'articles vraiment à revoir, à amender tout ça. Maintenant, selon moi, après avoir lu la Constitution, j'avais déjà opté pour les changements et non pour réviser. Pourquoi nous disons pour réviser? Parce que si nous allons essayer au moins par rapport au temps, par rapport à tout ça, on peut dire tout ça par les adversaires, c'est ainsi que nous avons préféré vraiment changer la Constitution. Nous savons très bien que quand nous avons accédé à l'indépendance, oui, lorsque nous avions accédé à l'indépendance en 1960, nous avons eu la Constitution de Luambo de 1964. Après ça, lorsque le président Mobutu a pris aussi le pouvoir, une année et quelques mois après, en 1967, il y a eu une autre constitution. C'est ce qu'on avait parlé de deuxième république. Quand Laurent Désiré, après Mobutu, il y a eu transition, là, on avait travaillé avec des lois de transition. Maintenant, lorsque Kabila, le père, est venu, lui, il n'avait pas changé la constitution. Il a dirigé avec des arrêtés. Maintenant, lorsque son fils a pris le pouvoir, en 2001, quand nous sommes arrivés en 2006, 18 février 2006, il a changé la constitution. C'est ainsi qu'on a parlé de troisième république. Bon, nous, de l'IDPS, ça fait longtemps que nous avons lutté contre l'impunité et tout ça, c'est de suite. Dans de Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Et nous savons très bien que cette constitution, nous savons tous dans quelles circonstances elle a été rédigée par les étrangers. Il nous faut normalement passer par le changement de la constitution, une occasion de léguer quand même une bonne constitution pouvant aider les pays. C'est ainsi que nous avons proposé qu'on puisse changer la constitution, qu'on doit passer à la 4e république. C'est ça les cadeaux que l'IDPS peut léguer à la République. Quelles que soient les conditions, nous devons faire tout pour changer la constitution. La première République, avec Joseph Kassavou, il y a eu une constitution. Kabila le père et Mobutu lui-même, il y a eu une constitution de 1967. Kabila le fils et puis Kabila le père, il y a eu une constitution. Mais nous,
aussi, de l'IDPS, nous pouvons faire un effort pour léguer à la République la 4e constitution. Selon moi, c'est ce que j'avais trouvé, au lieu de passer par la révision, tout ça, ainsi de suite, chercher des problèmes là où il n'y en a pas, nous devons normalement changer la constitution. Merci beaucoup. Je vais abonder dans le même sens que notre frère, parce que vous savez, le présent, c'est la conséquence, je dirais même les conséquences, le résultat du passé. C'est le présent qui engendre la vie. J'avais dit l'autre jour que le droit est au service de l'État. Les acteurs politiques qui dirigent aujourd'hui constatent déjà qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ne peuvent pas travailler pour la légalité, ils doivent suivre la Constitution. Comme il a dit, nous avons commencé par la loi fondamentale, imposée par les Belges, c'est créé dans leur intérêt, avant d'arriver même à la Constitution de Luxembourg. On a commencé par ça. Mais je veux vous faire remarquer une chose. La différence entre la RDC, colonie belge, contrairement aux autres colonies qui étaient colonies françaises, colonies anglaises, la RDC, le Congo donc, a connu des problèmes. Ce n'est pas le Belge seulement qui ont colonisé la RDC. Il y a eu des colonisateurs, c'est-à-dire beaucoup de pays, même l'Allemagne, l'Amérique, tout ça, qui ont pesé sur ce pays. Vous verrez ça. C'est pourquoi d'ailleurs la Belgique, pour octroyer l'indépendance à la RDC, a eu pression. Mais pour leurs intérêts, ils avaient peur. Ils avaient peur, et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours l'intervention de ces puissances étrangères, des impérialistes. Nous subissons avec les constitutions, il a parlé de la constitution de Luxembourg, la constitution manifeste de l'Algérie, la constitution de 67 là. Et l'autre constitution, vous avez dit que la constitution de belligérants. Donc ce sont des étrangers, on nous a imposé cette constitution. Maintenant, ça ne marche pas. Et moi, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il faut aller à la 4e République. C'est-à-dire au lieu de... Hein, 4e Constitution. Non, 4e République. Mais au lieu de continuer à regarder... Non, il faut changer parce que ça ne marche pas. Le président a moins de pouvoir. Nous avons vu qu'au Sénégal, après l'élection du président de la République, quelques semaines après, il a nommé le Premier ministre. Or, les gens critiquent Fachi, c'est vrai, mais il doit suivre la légalité. Sinon, alors, on dirait qu'il est anticonstitutionnel. Donc, nous devons, moi aussi je suis d'accord qu'on change la Constitution. Et je fais un travail dans ce sens, je vais me joindre à vous, et je viendrai vous déposer ça, je crois que ça va nous aider. J'ai une préoccupation parce que, disons, je reviens encore à notre objectif. Nous sommes là comme sur le banc de l'école. Oui. Nous venons tous apprendre. Et nous voulons réellement apprendre et être outillés, suffisamment outillés des arguments par rapport à ce que nous sommes en train de faire. La plus grande question à laquelle nous sommes en train de répondre, pourquoi les changements? Parce que maintenant nous avons adopté, tous nous avons opté pour les changements. Mais pourquoi les changements? C'est la plus grande question qui est posée. Et l'autre partie adverse, l'opposition, est en train de travailler pour que nous ne puissions pas procéder aux changements. Nous devons répondre à la question, pourquoi les changements? Première réponse que je viens de recevoir de Papa Nzouzi, il dit le président a moins de pouvoir. C'est aussi une réponse, vous comprenez? Le président a moins de pouvoir. Mais maintenant nous devons enrichir. Or, j'ai suivi quelques amis de l'opposition qui disent que la Constitution
octroie plus de pouvoir au président. Je ne sais pas comment ils peuvent justifier ça. Et si nous disions le président a moins de pouvoir, maintenant il faut argumenter. Commençons d'abord par là. Justifier que le président a moins de pouvoir. Il a évoqué le premier cas, le cas du Sénégal. Comparativement à la RDC, le président sénégalais élu, et dans peu de temps, le gouvernement a été mis en place. C'est bien bon. Est-ce que cela est suffisant? Il n'y a pas d'autres argumentaires qui peuvent d'abord soutenir ça, que le président a moins de pouvoir. Si on peut répondre à cette question, je ne sais pas la commission, comment on peut répondre à cette question? Je peux soulever par exemple, si j'ai une bonne mémoire, dans presque tous les domaines, vous trouverez que lorsque le président pour nommer, il faut qu'il y ait une proposition, par exemple au niveau de la magistrature. Voilà. Au niveau de la magistrature, pour nommer les magistrats, le président nomme toujours sur proposition du Haut Conseil de la magistrature. Et puis en plus de cela, vous trouverez encore que les ordonnances du président de la République, pour entrer en vigueur, parce que nous savons que lorsque le président ordonne, c'est-à-dire que toutes dispositions contraires à ces ordonnances sont abrogées. Maintenant, vous trouverez quelque part, non, pour entrer en vigueur, il faut que ces ordonnances soient consignées par le Premier ministre. Si le Premier ministre ne contresigne pas, c'est-à-dire que ça tombe caduc. Vous voyez tout ça. Ça va aussi en collaboration avec le Parlement, le président de l'Assemblée nationale et les... Ils sont régis seulement de la Constitution. Parce que si le président veut s'imposer, ils disent que non, il ne peut pas faire ça parce que la Constitution ne dit pas ça. Avant de prendre, peu importe la décision, que ce soit des présidents, il doit toujours se référer par des premiers ministres, il doit toujours se référer par des membres du conseiller, il doit toujours se référer. Lui seul, il ne peut pas prendre une décision. Mais si nous disons bien, on dit que c'est le président de la République qui est garant de la nation. C'est le président de la République qui est le magistrat suprême. C'est controverse. Maintenant, pour nommer par exemple le gouverneur, c'est que le président de la République n'a pas le droit vraiment de suspendre un gouverneur ou tout ça. Maintenant, il doit seulement nommer lorsqu'il y a eu, ça vient même du ministère de l'Intérieur. Parce que lorsqu'il y a des élections de gouverneurs, c'est la CENI qui va faire les rapports au ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministre de l'Intérieur qui va proposer le président de la République pour nommer les gouverneurs. Toutes les manœuvres là. Est-ce que les gouverneurs sont nommés ou bien sont... Les gouverneurs sont élus. Après avoir été élus par la CENI, c'est la CENI qui prend maintenant les rapports, va donner au ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur qui va donner quoi? Qui va maintenant présenter ça chez le président de la République pour la nomination. Il y a l'ordure, tout ça, dans les nominations, tout ça. Il faut que le président de la République puisse avoir les pleins droits de nommer le gouverneur directement dans son pouvoir discrétionnaire. Au lieu de passer ça favorise quoi, les corruptions, trafic d'influence, fidélité des groupes, sous des tables, autorité morale. Ça crée beaucoup de choses. Maintenant, il faut que le président de la République nomme lui-même le gouverneur. Quel est le rôle à jouer du ministère de l'Intérieur après l'élection du gouverneur? Pardon? Le rôle qui lui a été attribué par la Constitution, le ministère de l'Intérieur. Une fois les gouverneurs sont élus, ça veut dire la CENI transmet les rapports au ministère de l'Intérieur. Et quel est le rôle à jouer par rapport à la Constitution? Non, c'est parce que les gouverneurs, tous les gouverneurs dépendent du ministère de l'Intérieur. Même si ça va suivre la procédure, ça passe à la CENI au niveau de la Cour constitutionnelle. Même si la Cour constitutionnelle va faire sortir des résultats définitifs, tout ça, ça va toujours finir au ministère de l'Intérieur. Maintenant, c'est le ministère de l'Intérieur quand il propose les noms de ceux-là qui ont été votés, ça se voit le président de la République va nommer.
Merci, Président. Président, nous avons raison de changer cette constitution. Pour moi, je trouve que c'est une constitution plutôt qui nous fait retarder. Imaginez le chef de l'État a maintenant 10 ans. Hein, il a maintenant 6 ans depuis qu'il a entré dans les choses. Les changements se font lentement. Il y a des changements, mais qui se fait, ce n'est pas vraiment remarquable. Est-ce qu'il faut seulement pour que le chef de l'État fasse quelque chose de bon, il faut seulement que les radios puissent en parler. Il faut que nous-mêmes nous voyons. Ah, le président est en train de faire ça. Les peuples, quand ils voient, ils acclament. Mais aujourd'hui, les gens doivent chercher à voir des films, hein, ce que le chef de l'État avait fait, tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a une constitution qui retarde les choses. Je donne un exemple à l'article 78 du Constitution. La Constitution dit ceci, permettez-moi de le lire. 68, hein? 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Après consultation de celle-ci, il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une commission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de 30 jours renouvelable. Le président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du Premier ministre. Président, vous voyez que le président n'a pas plein de pouvoir. Pour nommer le Premier ministre, il doit confier une mission à une personne qui doit faire peut-être 2 mois. On peut encore ajouter des mois s'il ne trouve pas la majorité au Parlement. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal, président. Une fois le président qui est élu au Sénégal a commencé à gérer le pays, il a nommé le Premier ministre. C'est une facilité si jamais on nous change cette constitution. Cet article ne peut plus revenir dans cette nouvelle constitution, président. Ça retarde la nomination du Premier ministre et même de ministre. Parce que souvenez-vous, avec la coalition FCC-Cash, on a fait plus de 7 mois, 8 mois pour avoir un gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il y avait des profils qui ne plaisaient pas au chef de l'État par rapport à la formule de la Constitution. Mais si la Constitution donne plein droit au président de la République de nommer les ministres, on peut même nommer le président d'Isayakana comme ministre de l'Intérieur facilement. Sans qu'il y ait des chevauchements, je ne sais pas comment. Président, nous devons lutter pour que cette Constitution soit enlevée dans notre mémoire, pour qu'il y ait une Constitution taillée à notre mesure. Enfin, nous allons voir le développement du Congo. En 5 ans, on doit déjà citer des bonnes œuvres de nos autorités, surtout les chefs de l'État. Merci, Président. Donc, tout ça, oui. Je suis juste derrière mon frère, je reste. Président, moi je pense que toujours cette même constitution, ça prend notre président, en fait ça lui arrache beaucoup des responsabilités. Ça lui arrache un peu de la puissance, ça lui arrache le pouvoir. S'il faut même déclarer la guerre, le président doit toujours faire asseoir les 2 chambres. Et si les 2 chambres lui donnent cet aval, et c'est par là que le président peut se prononcer pour déclarer s'il s'agit de quoi que ce soit. Parce que ce qui se passe à l'Est, si les présidents n'arrivent pas des fois à prendre des décisions sur ça, c'est parce que les 2 chambres, des fois, ils s'attendent, ou soit il y a des crocs à jambes qui se fait pour que le président ne se prononce pas, puis soit qu'il déclare quoi que ce soit. Et je pense que si cette constitution, on pouvait vraiment les bâtir avec nos propres mots, nos propres paroles, avec notre propre français, je pense que les choses vont changer. Merci, Président. Donc, si je comprends bien, en suivant tous vos argumentaires, cela nous renvoie à comprendre que nous sommes dans un régime qui, de part théoriquement, scientifiquement, ce mode de gestion ne permet pas à notre président d'évoluer et que, si je comprends aussi mieux, c'est-à-dire ce mode de gestion ne répond pas à notre culture. Oui. Lorsque nous évoluons, puisque nous évoluons dans comment ça s'appelle, un régime semi-présidentiel,
tantôt semi-présidentiel, tantôt semi-parlementaire. Le maître va nous aider à étayer cette différence qu'il y a semi-parlementaire, semi-présidentiel. Parce que, deuxièmement, donc, je comprends qu'en tenant compte de cet élément-là, nous sommes obligés de pouvoir quitter ce stade-là pour passer au niveau d'un autre régime que peut-être vous allez proposer. Oui, président. Oui. Maître, je ne sais pas, en tant que juriste, y a-t-il une différence entre régime semi-présidentiel et semi-parlementaire? Est-ce que cela revient à la... Ça s'explique la même chose ou bien il y a une nuance de différenciation? Il y a quand même une nuance. Oui, vous pouvez nous aider à Parce que éclairer tout ça. Oui. quand on parle de régime parlementaire, tout ce qui touche, lorsqu'on parle de parlementaire, c'est-à-dire qu'on trouve que par rapport à l'exécutif, lorsqu'on parle de l'exécutif, ou bien sur le plan parlementaire, sur le plan législatif, il y a des chambres. Vous trouverez la chambre haute et la chambre basse. Lorsque les décisions sont prises, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, ça doit passer au niveau du Sénat pour la deuxième lecture. Même lorsqu'on veut voter la loi sur le budget de l'État. Parce que nous savons que lorsqu'on veut voter le budget de l'État, c'est le gouvernement qui élabore le budget de l'État. Après avoir élaboré le budget de l'État, il doit transférer ses projets de budget. Ce n'est même pas les budgets, on appelle ça projet de budget. Parce que ce n'est pas encore voté au Parlement. Lorsqu'on envoie ça au Parlement, ce sont les parlementaires qui vont voter ça. Lorsqu'ils vont voter ça, ils vont transférer ça au Sénat pour la deuxième lecture. Lorsque le Sénat approuve aussi, il trouve que OK, et vote, on doit transférer le projet de loi là chez le président de la République. Lorsque le président de la République, dans son pouvoir décisionnaire, il va voir tout ça, s'il trouve par exemple OK, il doit transmettre ça au Sénat et à la Cour constitutionnelle. Maintenant, la Cour constitutionnelle va voir, non, on a respecté tout ça, c'est suite. On retourne là chez le président de la République et puis le président de la République va promulguer. Malgré qu'il a promulgué, ça doit passer dans les journaux officiels. Si cette loi est inscrite, ça devient maintenant la loi budgétaire de l'exercice, par exemple, 2020. C'est ça, dans l'exercice où on parle, par exemple, de régime parlementaire. Dans le régime semi-présidentiel, là, le président a quand même le pouvoir. Tout ne passe pas vraiment directement au niveau de l'Assemblée. D'ailleurs, dans les systèmes là, semi-présidentiels, on n'a pas les problèmes, ce n'est même pas les problèmes des deux chambres. On n'a pas les premiers ministres. On a que, il y a les vice-présidents. Et puis le président a quand même plein pouvoir où il peut décider très facilement. Maintenant, là, nous sommes dans quel âge? Nous sommes maintenant... C'est un débat scientifique. C'est un débat qu'on a toujours parlé même dans des universités. Nous, par exemple, nous ici, nous ne savons même pas comment nous distinguer, nous sommes dans quel régime. Semi-présidentiel. Il y a des autres qui parlent de semi-présidentiel. La Constitution ici n'a pas vraiment... Est-ce que la Constitution a précisé cela? Non. Oui. Je vais d'abord ajouter une chose à ce qu'il a dit. Il y a deux choses. Quand on parle du projet de loi, parce qu'avant que ça arrive, que ça devienne la loi, il y a un projet de loi ou une proposition de loi. Quand vous entendez que c'est un projet, ça vient de l'exécutif. Et quand c'est une proposition, donc, de l'Assemblée, donc du Parlement. Alors, dans le régime semi-présidentiel, c'est le président de la République et le premier ministre qui dirigent en réalité. Parce que, donc, je dirais qu'ils sont responsables devant le Parlement, le président de la République. Ça peut arriver comme en France, parce que le président de la République doit nommer
celui qui sort de la majorité parlementaire. Ça dépend. Il peut nommer un type de son choix, mais ça n'aura pas l'aval peut-être du Parlement. C'est pourquoi il préfère prendre dans la majorité parlementaire. Bon. Par contre, dans les régimes parlementaires, c'est la majorité qui a le dessus parce que c'est eux qui dirigent. Vous verrez ça même en Angleterre, vous verrez ça en Allemagne, même en France. Vous voyez? Bon, contrairement, il y a les régimes présidentiels aussi, comme aux États-Unis. Là, ça ne pose pas de problème. Bon, je voulais seulement compléter pour ce qu'il avait dit. Mais sinon, chez nous, pour le moment, je dirais que c'est le régime semi-présidentiel. Mais c'est flou. C'est pourquoi je voulais dire une chose. Nous sommes un monstre. Oui, oui. Vous avez raison de dire que quand je parlais du présent, c'est-à-dire la Constitution doit s'adapter à la nécessité du pays, aux besoins du pays. En principe, oui, pour le moment. Rappelez-vous, quand nous sommes arrivés à l'indépendance, c'est le Belge, j'ai même oublié son nom, mais j'en ai, qui avait rédigé la Constitution, la loi fondamentale. Mais le regret, c'est parce qu'il disait, est-ce que ça sera adapté pour la vie des Congolais? Et c'était difficile, vous avez vu les désordres de glissage. Dans ma réflexion que je vais amener, la première partie, je dis, les acteurs politiques, donc ceux qui dirigent, sur le banc des accusés. Pourquoi? Nous devons regarder leur comportement. Depuis l'indépendance, regarde, c'est des acteurs politiques qui sont au Parlement. Ils sont des ministres. Mais comment ils se comportent pour cette société, pour la vie des Congolais? Donc tout ça, nous devons voir. Et c'est ce qui nous pousse, nous, à changer la Constitution, parce qu'il faut garantir les intérêts des Congolais. Merci beaucoup. Mais je déposerai ça chez le président. Oui, Marcelin. Merci, Président, parce que nous sommes toujours dans l'esprit de pouvoir apporter des arguments. Les contributions sont vraiment importantes. En ce qui concerne les différences entre le régime parlementaire, le régime semi-présidentiel et le régime présidentiel, il faudra aussi ajouter le fait que dans les régimes parlementaires, nous avons beaucoup plus, comment dirais-je, l'abondance du pouvoir au niveau des parlements. Comme a souligné les présidents qui sont passés. C'est la raison pour laquelle on peut faire l'allusion, par exemple, au niveau à l'Israël. Israël, vous allez voir que le Premier ministre, le président est là, le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. C'est lui qui décide. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime parlementaire. Tout est tiré du Parlement. Le Premier ministre sort du Parlement. Les ministres qui sont à côté du Premier ministre sont issus du Parlement. Et voilà, les décisions qui se prennent au niveau du Parlement sont prises par les députés. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas moyen de pouvoir les dissocier parce que toutes les décisions qui seront prises par les premiers ministres sont approuvées, soutenues par la majorité qui est au Parlement. Alors chez nous, c'est comme un système semi-présidentiel assez mitigé. Parce qu'il y a domaine de collaboration entre le président, le Premier ministre, mais aussi le Parlement. Vous voyez? C'est-à-dire le président de la République n'a pas le monopole de pouvoir prendre une décision. Il n'a pas cette autorité-là. La Constitution ne l'offre pas cette autorité-là de prendre la décision voulue. Parce qu'il est quelque part, il est dans la main liée, voilà, du gouvernement et aussi du Parlement. Alors, si le Parlement a la majorité contraire à la famille présidentielle du chef de l'État, c'est ce qu'on appelle l'opposition. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un contrepoids. Vous voyez, il y a un contrepoids. Alors, dans notre pays, comme il y a une multitude de partis politiques, de regroupements politiques, il est difficile pour qu'un parti politique ou un regroupement politique puisse arriver à obtenir la majorité au Parlement.
Ce qui fait en sorte qu'il y a toujours des regroupements pour parler de la coalition, qui fait aussi en sorte de pouvoir retarder les choses. Quant à ce qui concerne les décisions qui seront prises par le gouvernement. Donc c'est ça la différence. Dans les régimes présidentiels maintenant, vous voyez que là, le président a les monopoles. C'est le cas par exemple des États-Unis d'Amérique où il n'a pas besoin d'une majorité pour pouvoir organiser son administration. Vous voyez, maintenant que nous sommes en train de parler, Donald Trump est en train de nommer ses administrateurs. Donc, ces ministres, des secrétaires d'État sont en train d'être nommés par Donald Trump, sans pour autant qu'on ait la majorité au sein de leur Sénat. Donc c'est ça un peu la différence qui se joue entre ces trois régimes. Mais quant à ce qui concerne notre pays, par exemple, notre République démocratique du Congo, on souhaiterait tenir compte de réalités. Des réalités, parce qu'autrefois, je ne sais pas si vous vous souvenez encore, on avait parlé des problèmes de limitation des partis politiques et des regroupements politiques. Donc on doit chercher d'abord la base. Il faut chercher d'abord à comprendre que nous sommes dans un pays trop grand, avec autant d'ethnies, plus de 450 ethnies. Donc si on disait en sorte de pouvoir donner à tout le monde la chance de pouvoir s'exprimer librement, on aura surpassé le nombre, ce que nous vivons aujourd'hui. Donc on doit commencer d'abord à limiter le nombre de partis politiques par les lois, et ensuite, lorsqu'on aura à faire ça, nous allons avoir maintenant des tendances. Parce que si on a par exemple trois regroupements politiques dans notre pays, trois tendances idéologiques dans notre pays. Donc je pense que pour faire une coalition, ça ne va pas poser problème. Qu'aujourd'hui, on a autant où il y a beaucoup de leaders, il faut, parce que lui, il a besoin d'avoir occupé un poste, il faut négocier avec lui. Lui là qui a dit député, l'autre là a 50 députés, l'autre a 40, il faut toujours négocier. C'est ce qui nous pose problème. Notre problème, c'est au niveau des partis politiques. On a beaucoup de partis politiques dans notre pays qui font en sorte que tout le monde veut gagner un poste, tout le monde veut être là, à son profit, au profit de son parti politique. C'est ce que moi je pense que, d'une part, ça essaie d'étouffer les pouvoirs de chef de l'État. Je crois que je ne serai pas plus long pour autre chose, on va toujours ajouter au fur et à mesure qu'on avance. Oui, président, moi je voudrais renchérir, raffermir sur la question même du changement. Vous voyez ce qu'il vient de dire du parti politique qu'il fallait organiser là. C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de partis politiques. C'est un désordre. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait adapter un autre système pour essayer un peu de donner un point, délimiter les formes, disons, les plateformes des tendances politiques. Mais cet article-là, vous trouverez que cet article est parmi les articles verrouillés. Comprenez? Mais s'il fallait maintenant aller dans le sens des révisions constitutionnelles, on ne saura pas prendre cet élément pour l'adapter à notre mode de vie. D'où, à la place que nous puissions aller à la révision, carrément qu'il fallait changer toute la Constitution pour essayer un peu de voir cet article-là, cet élément-là, parce que c'est un élément qui est verrouillé, les ressortir en fait et l'adapter par rapport à notre mode de vie. C'est un article, je crois, 220, hein? 220, oui. C'est un article, je crois, 220 ou 221. Et qui est un peu, voilà, qui est un peu verrouillé. Ah oui, oui. Il est verrouillé, parmi les articles verrouillés. D'où il fallait carrément changer la Constitution pour faire sauter cet élément et puis l'adapter à notre mode de vie. C'est à peu près ce que je voulais vraiment renchérir. Je voulais encore ajouter, Président, par rapport encore à l'article 217. Cet article 217 qui prône pour Si vous prêtez votre attention, c'est Papa Meyer qui est là-bas. Pour promouvoir l'unité africaine, c'est-à-dire notre pays républicain du Congo, doit normalement céder partiellement des parties de son territoire. Mais nous savons très bien que cet article aussi, en tout cas, j'ai suivi 217. Dans de l'opposition, oui. quelques-uns soutenaient que cet article n'a rien à voir avec la cession de terre.
C'est plutôt, il a évoqué les problèmes de l'OADA, patati patata, dans les cadres de... C'est faux, président. C'est faux dans quel sens? Ça, c'est dans ce domaine de l'OADA. L'OADA, c'est l'acte uniforme. L'acte uniforme, il y a des pays membres. En matière commerciale, tout simplement en matière commerciale. C'est l'acte uniforme de l'OADA en matière commerciale. Maintenant, est-ce que dans l'OADA, là, est-ce qu'on a dit qu'on peut céder quelque chose? Vous savez, quand on cède quelque chose, on appelle ça usufruit. C'est-à-dire que des tensions précaires. Ça, c'est votre téléphone. Vous me donnez, papa, mais regardez un peu pour moi. C'est moi qui détiens ça. C'est moi qui deviens un peu propriétaire, parce que toi, tu n'utilises pas ça. Et lorsque même vous avez fait tomber quelque chose, vous avez même un droit, quand vous avez fait tomber quelque chose, et je viens de ramasser ça, il y a un délai. Si ce délai-là expire, automatiquement, ce téléphone ou bien quelque chose que j'avais ramassé, ça tout ce qui est partiel peut devenir définitif. Bon, Président, vous voyez, sur cet article-là, quand on parle par exemple de l'abandon partiel, c'est un argument qu'ils ont poussé, que nous voilà, on parlait de l'abandon partiel de souveraineté par rapport à la cessation. Mais vous trouverez l'abandon partiel, quand on parle de l'abandon partiel de son territoire ou bien vous trouverez, nous avons ici Monisco. Monisco, nous avons pu abandonner une partie de souveraineté pour lui dire que nous voilà, tu viens chez nous, tu viens travailler et puis voir, nous te donnons vraiment tout ce qu'il faut pour tout le temps et faites tout ce que vous voulez. Vous voyez? Mais par cet abandon de souveraineté-là, Monisco ne nous a pas rendu un bon service. Ils sont arrivés maintenant, nous avons perdu même le contrôle, ils étaient même en train de faire des histoires contre nous. Vous voyez cette histoire d'abandon de souveraineté-là? Et si nous acceptons que nous, voilà, nos frères africains, quelques-uns, viennent ici, par exemple, sur la question de l'abandon de souveraineté-là, qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ici, nous sommes en guerre. Et ceux qui sont en train d'exploiter là-bas. Oui. Ça, c'est un faux débat. Je suis en train de vous rappeler, cet article a donné plus de poil à ces accords de NERA. Donc, les Congolais doivent être très prudents. Ils doivent être très prudents parce que je crois que le président de la République est la personne la mieux informée. Depuis qu'il est président, il est là, il a toutes les informations, il a tous les éléments ici. Ce n'est pas en vain qu'il s'est engagé à pouvoir s'orienter dans cette voie-là. Il faut qu'il y ait un changement parce que l'accord de Mera, et puis autre chose, il faut comprendre pourquoi le Congo en tant que pays souverain prend la décision de changer sa constitution. Les Rwandais et la communauté internationale doivent réagir. Pourquoi sont-ils agités? Je vais ajouter, président. Maintenant, l'État, quand on parle de l'État, l'État a trois éléments. Nous avons territoire, nous avons population et nous avons le gouvernement. Pourquoi nous avons trois éléments ici? Pourquoi eux n'ont pas touché la population ou bien le gouvernement? Ils ont insisté sur les territoires. Parce que parmi tous ces éléments ici, l'élément capital d'un État, c'est le territoire. Parce qu'un État sans territoire, c'est un État nul. Parce que si vous avez, admettons par exemple que la République du Congo n'a pas un territoire, est-ce qu'on peut parler de... C'est-à-dire que c'est une république nulle. Si nous avons un peu de la valeur, nous, de la République du Congo, sur le plan industriel, nous sommes zéro, tout ça. Si nous avons un peu de la valeur, c'est notre territoire ici. C'est notre terre qui nous donne quand même de la valeur. Et nous ne pouvons pas jouer avec notre terre. Ça, on ne peut pas jouer. S'il y a un article qui dit non, temporairement, oh, tout ça précaire, partiellement, non, ça, en tout cas, on ne peut pas accepter. Mais pour le cas actuel, président, cet abandon partiel-là, ça ne nous a pas promis en rien. Pour promouvoir l'unité africaine, chez nous, cette façon de vouloir promouvoir l'unité africaine, je ne crois pas c'est pour venir profiter. Alors, quand vous donnez l'espace à quelqu'un de venir chez vous et que vous avez des biens, vous avez des bilangas, vous avez tout ce qu'il faut, oh non, je viens ici pour promouvoir l'unité, tout ça. Vous croyez vraiment qu'il va sortir mes brebis?
Jamais. Mais vous savez même, vous avez un locataire qui vient chez vous. Il vient louer chez vous. C'est-à-dire, on appelle ça, il occupe la maison là d'une façon partielle, non? Temporaire. Maintenant, pour faire sortir un locataire dans une parcelle, il y a toute une procédure. Hein? Si c'est une église, il y a des procédures. Hein? Combien de bailleurs sont en train de plaider pour faire sortir tout simplement un locataire, hein, qui vient surtout, un usufruitier, qui a quand même un droit précaire. Pour les faire sortir, ça devient un problème. Maintenant, vous prenez un État, des États africains, vous cédez votre partie des territoires, ils ont là partiellement tout ça, c'est après une année pour promouvoir l'unité africaine. Mais ça sera toujours difficile de les chasser. Donc, ce que les opposants sont en train de dire là, c'est du faux. Non, c'est faux. C'est faux. On ne joue pas, avec les territoires. C'est bien comme ça. Vous savez, même dans une famille, prenons par exemple, l'exemple d'une famille, la famille là, c'est la République du Congo. Vous savez, une famille, parce que quand on parle que l'État a 3 éléments, parlons aux populations, c'est les enfants, papa et maman. Maintenant, au gouvernement, il y a papa qui est président, maman premier ministre. Mais lorsqu'il y a une famille qui n'a pas un territoire, qui n'a pas une parcelle, c'est une famille déséquilibrée, vous savez. Même quand papa meurt, les enfants pleurent comment? Vous nous avez laissé où? Papa nous a laissé où? Dehors, non? Maintenant, comment nous allons accepter de céder notre partie du territoire? Nous allons laisser nos enfants où? En tout cas, c'est compliqué. Il y a une question. Il y a une motion? Non, une question. Une question, oui. Seconde. Je crois bien que les opposants, je ne sais pas, ils définissent le mot là. La souveraineté. Est-ce que vous pouvez nous lire ça? La souveraineté. Dans cet article-là, oui, même si ce n'est pas défini. C'est une préoccupation pertinente. S'il vous plaît, c'est une question pertinente. Peut-être je vais formuler. La souveraineté, c'est quoi? C'est quoi d'abord? Ok, voilà. Donc, ils sont en train. Non, le président ne peut pas toucher la Constitution, ceci, cela. Cet article, ce problème-là, on ne peut pas soulever ça. Donc, ce n'est pas le moment. C'est-à-dire que dans l'article 217, l'abandon partiel de... on peut lire l'article. Oui. La République du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà, le problème c'est ça. Vous allez abandonner votre souveraineté. Les opposants, la souveraineté, qu'est-ce que cela veut dire? Président, pardon. Président, pour répondre, je vais lire le titre de la souveraineté, la section de la souveraineté à la Constitution. Voilà. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui exerce directement par la voie de référendum ou des élections ou indirectement par ses représentants. Aucune fraction du pouvoir ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et de référendum. Le suffrage est universel, égal. Je crois qu'on est clair par rapport à ça. Je réponds. Hein? On est clair. C'est que la souveraineté, c'est un droit. C'est un droit, c'est la suprématie qui reviennent à votre bien. C'est votre femme, vous avez les droits sur cette femme, vous avez la souveraineté de cette femme, vous avez les droits sur elle en tout et pour tout. C'est votre parcelle, vous avez les droits de jouir dans cette parcelle. Maintenant, on vous dit de vendre la parcelle avec les voisins. Céder ta femme, partiellement. C'est-à-dire, vous comprenez le pouvoir là. C'est un droit. La souveraineté, c'est un pouvoir qui vous appartient. Voilà. Comme on donne ici à l'article 5, on dit que c'est pour le peuple par des voies des élections ou des référendums. Donc l'État congolais peut abolir la souveraineté congolaise. Lui-même, il traite des affaires, il abandonne même les terres sans consulter la population. Hein? Mais c'est ça, non? Oui. Là, l'article 5, ok. Oui. Mais là où vous êtes parti, c'est pas ça. L'article 5, on dit la souveraineté appartient au peuple. Oui. Ce peuple-là, sur voie référendaire. Sauf aux élections. Non, j'en arrive.
c'est sur voie référendaire, c'est-à-dire, au moment où nous sommes, même le président de la République, normalement, il faut une structure paire à la CENI pour organiser pour donner l'aval au peuple, de donner l'aval au président de la République de passer au changement de la Constitution. Ça doit se faire comme le vote. Le suffrage universel. Ça doit se passer comme le vote. On doit déployer, on va faire une structure comme la CENI, déployer les équipements, faire campagne comme les élections, passer même aux médias, tout, c'est-à-dire à la campagne. Demander à la population de partager. Nous allons passer pour voter, soit pour oui pour le changement, ou soit par non. Dire que le président peut faire tout ce qu'il veut, c'est pas ça. Mais c'est le peuple, c'est la démocratie, non? Le pouvoir par le peuple, pour le peuple. C'est le peuple qui tranche sur ce problème. Vous comprenez? Donc comme nous sommes là, même le président de la République, ce problème, nous sommes encore loin pour que ça soit exécuté. Nous sommes encore loin. Raison pour laquelle lui-même l'a dit vers 2020, 25. Pourquoi il n'a pas dit vers novembre ou décembre? Vers 2000, parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut sensibiliser la population. Raison pour laquelle, au niveau où nous sommes, le parti, l'UDPS, les autorités du parti ont fait une décision par son secrétaire général Augustin Kabouye. Il y a une décision numéro 003 du 29 d'hier où on convoque les États généraux pour statuer sur les changements de la Constitution. Entre guillemets, il n'a pas dit révision ici. Changement de la Constitution. Et s'il vous plaît, Jean-Marie, ces États généraux, ceux qui vont prendre part, les comités fédéraux, il y a le comité d'appui organe d'appui. C'est du 13 au 14. Donc tout ce que nous faisons ici, nous allons voir que notre président ici, avec un groupe de gens qui raisonnent, qui ont de la matière, iront dans ces états généraux. Raison pour laquelle le président, étant sage qu'il est, il les récolte. Quand il va se présenter là-bas, tout ce qu'il récolte là, il se voit comme il récolte. Et il a fait un comité qui va lui donner un rapport. De par ce rapport, il aura de la matière. Quand il va se tenir là-bas, il va représenter Selemba au sud. Et il va parler, on va dire que non. Dans Selemba au sud, il y a eu des gens qui ont réfléchi à travers leur président. Non, c'est ça. Donc on ne peut pas extrapoler. Président, pardon. Si, je vais juste paragrapher ce que je disais. Président, ici, on doit faire l'étude de la Constitution. Le mot souveraineté est cité pour la première fois en l'article 5 de la Constitution. Mais dans l'article 217 dit ceci. L'État congolais doit abandonner sa souveraineté qui est citée à l'article 5 de la Constitution pour l'unité africaine. C'est ça que nous devons réfléchir, Président. Dans l'article 5, on a cité, si nous lisons même, pour ne pas gagner le temps, faisons une étude, allez lire même à la maison, lisez l'article 5, comparez à l'article 217, vous allez voir que l'État congolais, la Constitution demande à l'État congolais d'abandonner ses droits. Ok, nous avons compris. Hein? Après vous, c'est maman. Merci, Monsieur le Président. Mais moi, je pense que le terme souveraineté